Je viens de finaliser mon divorce et j'ai déménagé à l'étranger. Mon ex-mari a instantanément épousé sa maîtresse. Au mariage, un invité a dit quelque chose qui l'a fait craquer. Et juste après, il m'a appelé. Avez-vous déjà été frappé par une trahison si profonde? Une trahison qui a eu l'impression de briser votre monde entier en 1 million de morceaux. Mais ensuite, juste au moment où vous pensiez avoir tout perdu, le karma a décidé de servir l'échec public le plus épique à l'homme qui vous a brisé, le faisant regretter chaque instant. Il y a 8 ans, juste ici, à cette même table d'angle, mon mari Ethan s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Aujourd'hui, j'ai réservé exactement la même place, commandé son steak préféré, celui dont il raffolait. Mais ce n'était pas une célébration. C'était notre dernier adieu, un rituel douloureux et nécessaire pour couper tous les derniers liens émotionnels. Sur le papier, c'était déjà fini entre nous. Mais ce dîner, c'était la coupure finale. Il est arrivé 15 minutes en retard. Bien sûr qu'il l'a fait. Il s'est assis portant la chemise blanche que j'avais méticuleusement repassée pour lui juste une semaine avant de déménager toute ma vie hors de notre appartement. Il ne s'est pas excusé. Il ne m'a même pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur son téléphone, ses doigts volaient à travers l'écran, un sourire sournois et exaspérant jouant occasionnellement sur ce visage que j'avais autrefois aimé si farouchement. Je savais exactement à qui il envoyait des SMS. Ashley, sa très jeune secrétaire, celle qui s'était glissée dans notre mariage et l'avait déchiqueté de l'intérieur. Le serveur apportait nos assiettes. Le steak d'Ethan grésillait, une belle vapeur parfumée s'élevant de la poêle en fonte. Il a pris son couteau et sa fourchette, a coupé un morceau et a mâché machinalement, ne levant toujours pas les yeux. J'ai commandé ce que tu aimes, ai-je réussi à dire, brisant le silence oppressant qui semblait assez lourd pour m'étouffer. Ouais, a-t-il grogné, totalement dédaigneux. Je l'ai juste regardé. Et à ce moment-là, une sensation étrange et puissante m'a envahi. Sa froideur ne me faisait plus mal. Elle apportait un immense, presque enivrant, sentiment de soulagement. Le verre de vin rouge sur la table a légèrement tremblé alors que je prenais une gorgée. Son amertume était une compagne bienvenue, aidant à calmer la tempête qui faisait rage en moi. Une fois que toute la paperasse sera réglée, me suis-je entendu dire, ma voix étonnamment monotone, stable, j'ai déjà acheté mon billet. Je déménage en Oregon dès que tout est fini. Ses doigts se sont figés au milieu du glissement. Il a finalement levé les yeux. Un éclair de surprise a traversé son visage, rapidement remplacé par son indifférence exaspérante habituelle. Oregon? Et qu'est-ce que tu vas faire exactement là-bas? A-t-il ricané. Ma grand-mère m'a laissé une petite maison à Willow Creek près de la côte. Je vais m'y installer. J'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de plus. Peut-être une tentative maladroite de me retenir, ou même un vœu de bonne chance à moitié convaincant. Mais non, Ethan a juste haussé les épaules comme si je venais de livrer le bulletin météo du jour. Ce que tu veux. C'est pour le mieux, a-t-il dit, ce sourire exaspérant revenant. Ashley et moi planifions le mariage. Elle mérite une grande cérémonie. Ashley n'est pas comme toi. Elle sait ce qu'elle veut, et elle sait comment me rendre heureux. J'ai failli rire. Il avait raison. Je n'étais pas comme Ashley. Je ne savais pas simuler la faiblesse. Je ne savais pas utiliser les larmes pour exiger des choses. Et je ne savais certainement pas coucher avec le mari d'une autre femme. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste hoché la tête. Eh bien, félicitations à vous deux. Le dîner s'est terminé rapidement dans un silence absolu. Il n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction en se levant pour payer. Il est parti pressé, se précipitant probablement vers sa secrétaire qui l'attendait. J'étais seule, fixant mon assiette de steak presque intacte. J'ai appelé le serveur, demandé un contenant à emporter. Non par pitié,
mais parce que je ne pouvais pas supporter de gaspiller le dernier dîner d'un mariage. Aussi fade et froid qu'il ait été, c'était enfin vraiment terminé. Je suis rentrée à notre appartement, celui qui avait été notre maison. Le silence était assourdissant. Il y a 8 ans, Ethan et moi avions mis chaque sou de nos économies pour acheter cet endroit au centre-ville de Manhattan. Je me souviens encore du jour où nous avons reçu les clés. Nous avons pleuré de bonheur. Nous avons peint les murs nous-mêmes. Nous avons choisi chaque meuble ensemble. Je croyais vraiment que nous vieillirions ici. Je me suis arrêtée au milieu du salon. Le canapé de couleur crème sur lequel nous nous étions tant disputés était maintenant recouvert d'un drap blanc rigide. Le mur, autrefois vibrant de nos photos de mariage, était nu, ne montrant que les marques fantomatiques là où les clous avaient été. Tout était toujours là, mais son âme était partie. J'ai commencé à faire mes valises. 8 ans de souvenirs maintenant réduits à quelques boîtes en carton. J'ai ouvert le placard, mes vêtements à gauche, les siens à droite. J'ai soigneusement plié mes robes et mes chemisiers. Quelques-unes de ces chemises étaient encore mélangées aux miennes. Je les ai ramassées. Cette odeur familière d'assouplissant s'accrochait toujours au tissu. Elle sentait autrefois la paix. Maintenant, je les ai juste mis dans un sac séparé pour leur nouvel propriétaire. J'ai ouvert le tiroir du bas du placard où je gardais nos souvenirs. Une petite boîte en bois contenait de vieilles photos. La première que nous avons prise ensemble à l'université. Nos sourires si innocents. La photo de notre jour de mariage. Moi rayonnante dans ma robe blanche, lui me regardant avec une tendresse infinie. 8 ans. Où était passé ce regard? Je n'ai pas pleuré. Mes larmes s'étaient asséchées le jour où j'ai découvert ces SMS. J'ai juste ressenti une fatigue profonde et intense. J'ai placé la boîte en bois au fond de ma valise. Je ne la jetterai pas, mais je savais que je ne l'ouvrirais plus jamais. Elle appartenait à un chapitre d'hier, un chapitre qui était mort avec notre mariage. J'ai passé tout l'après-midi à nettoyer. Lorsque l'appartement fut presque vide, avec seulement ses affaires restantes, j'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message. J'ai fait mes valises. Garde tout ce que tu veux du reste. Je ne prends rien d'autre que mes vêtements et mes affaires personnelles. Les souvenirs partagés sont dans le tiroir du bureau. Fais-en ce que tu veux. 1 minute plus tard, sa réponse est arrivée, aussi brève et cruelle que jamais. Ok, merci. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Au revoir. Au revoir à 8 ans de ma jeunesse, un avenir qui ne serait jamais. J'ai laissé la clé sur la table basse en chêne juste à côté de la télécommande. Un clic sec a résonné dans la pièce vide. J'ai traîné ma valise jusqu'à la porte et je l'ai claquée derrière moi sans un seul regard en arrière. Je me sentais légère. Tellement légère. Comme si un poids écrasant que je portais depuis bien trop longtemps avait finalement été soulevé de mes épaules. La liberté. J'étais enfin vraiment libre. Le jour au palais de justice, le ciel au-dessus de New York n'était ni pluvieux ni ensoleillé. L'air était humide et dense, tout comme mon humeur l'avait été il y a des mois. Mais aujourd'hui, mon cœur était étrangement calme. Je portais une simple robe beige, un maquillage léger. Je ne voulais pas ressembler à une victime lors de mon dernier jour en tant qu'épouse. Ethan était là aussi, dans un costume soigné, les cheveux gominés en arrière. Mais les cernes sous ses yeux trahissaient sa fatigue. Peut-être était-il épuisé par les procédures légales. Ou peut-être par le fait de plaire à son amante enceinte. Un juge plus âgé, des yeux gentils derrière d'épaisses lunettes, nous a regardés avec une touche de compassion. Avez-vous bien réfléchi? Le mariage est pour la vie. Oui, votre honneur, avons-nous répondu à l'unisson. Tout a été rapide. Signature, tampon. Le juge nous a déclarés divorcés. 8 ans de vie commune terminés avec une mince feuille de papier.
J'ai reçu mon décret de divorce. Un certificat de mon statut de célibataire qui semblait à la fois lourd et incroyablement léger. Juste au moment où nous quittions la salle d'audience, le téléphone d'Ethan a sonné. Il a répondu à la hâte, son ton passant de froid à écœurant de douceur. J'arrive tout de suite, mon amour. Ne bouge pas. Attends-moi. Il a raccroché, puis est passé devant moi comme si j'étais une parfaite inconnue, se précipitant dehors. Il était tellement pressé qu'il a failli entrer en collision avec une femme marchant dans la direction opposée. Il n'a pas dit un seul mot d'adieu. Je suis juste restée là, regardant son dos disparaître dans le couloir. J'ai souri. Et vous savez quoi? Finir comme ça était parfaitement bien. J'étais pressée, moi aussi. J'avais laissé mes valises chez Jessica la veille. Maintenant, je n'avais plus qu'à les récupérer et me diriger vers Penn Station. Jessica, ma meilleure amie, m'attendait déjà. Dès qu'elle m'a vue, elle a couru pour me serrer fort dans ses bras. « Sarah, tu vas bien ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. « Je vais bien », ai-je dit, lui tapotant le dos. « Mieux que jamais, en fait. » Jessica s'est reculée, me regardant de haut en bas, un froncement de sourcils lui plissant le front. « Tu n'en as pas l'air. Ton visage est plus pâle qu'un fantôme. Tu vas t'en sortir seule là-bas ?» Elle m'a pressé un sac en tissu lourd dans la main. « Tiens, une bouteille de bon pinot noir de l'Oregon, du fromage de la fromagerie Tillamook et une miche de pain au levain artisanal. Je sais que tu pourrais te sentir un peu perdu au début. Quand tu auras le mal du pays, prends un peu de ça pour ne pas te sentir seul. » J'ai commencé à rire, la gorge nouée. Même dans ma pire situation, j'avais encore quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. « Merci, Jessica. Il n'y a que toi pour me comprendre. » « Qui a-t-il à comprendre ?» a-t-elle grommelé, les yeux pétillants. « Maintenant que tu pars, tu dois bien vivre. Te faire belle. Devenir riche. Faire crever ce salaud d'envie et n'ose jamais pleurer à cause d'un idiot à nouveau. » Nous nous sommes assises dans un café de la gare, parlant de tout et de rien. Jessica m'a donné 1000 conseils, de comment trouver une maison à comment faire attention aux hommes des petites villes. Elle a tellement parlé que je ne pouvais que hocher la tête et sourire. Je savais qu'elle essayait de me remonter le moral, de combler le vide de nos derniers instants ensemble. Puis il était temps d'embarquer. Nous nous sommes serrés fort dans nos bras à l'entrée du quai. « Prends soin de toi », a-t-elle chuchoté. « S'il se passe quelque chose, fais-le-moi savoir. Toi aussi. Appelle-moi dès que tu arrives là-bas. » Elle s'est éloignée, mais son expression est devenue hésitante. Un éclair de quelque chose dans ses yeux. « Et Sarah, il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais te dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» J'ai froncé les sourcils. « À ce stade, qu'est-ce que je ne pourrais pas gérer? Dis-le-moi. » Jessica a pris une profonde inspiration, puis s'est penchée près de mon oreille. « Ashley est enceinte. » J'ai figé pendant une seconde. Pas sous le choc, étrangement, mais à cause de l'ironie pure et amère de la situation. Alors c'était ça. C'est pourquoi il était si pressé de divorcer. C'est pourquoi il ne voulait aucun de nos actifs, juste que je signe rapidement les papiers. Ah, ai-je réussi à dire, un sourire faible, presque pitoyable, touchant mes lèvres. Eh bien, double bonheur pour eux. Ce n'est pas tout, a poursuivi Jessica, le visage masqué de mépris. Il prévoit un mariage incroyablement somptueux. Mon mari a entendu dire que ce sera au Crescent Manor. Ils ont réservé toute la salle de bal principale, mais Ashley veut le mariage du siècle pour se montrer à tout le monde. Typique d'une arriviste éhontée. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, ai-je dit en secouant la tête. Ça ne m'importe plus. Et ça ne m'importait vraiment plus. La douleur s'était estompée en une cicatrice terne. Maintenant, entendre des nouvelles à leur sujet me semblait juste ridicule.
Un homme avide et une femme matérialiste. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais je m'inquiète pour toi, a insisté Jessica. Je dois y aller. Les jeux interrompus. Le train n'attendra pas. Je lui ai fait un dernier câlin rapide et je me suis détournée de manière décisive. J'ai franchi le portique sans regarder en arrière. Je pouvais sentir les yeux de Jessica me suivre. Une fois assise, j'ai éteint mon téléphone. Alors que le train quittait New York, laissant derrière lui la ville grise pour les paysages verts et vallonnés de l'Ouest, je savais qu'une nouvelle vie m'attendait. Et dans cette vie, il n'y aurait pas de place pour Ethan ou Ashley. J'ai sorti mon téléphone, cassé l'ancienne carte SIM et l'ai jeté à la poubelle. J'ai bloqué tout contact possible avec lui. Une rupture nette. Adieu, passé. Le trajet en train a duré des heures. J'ai à peine dormi, lisant un roman d'une auteure préférée, essayant de renouer avec les parties de moi que j'avais mises de côté. Quand le train a commencé à ralentir et que l'annonceur a appelé la gare, mon cœur s'est accéléré. Je suis descendu du train et l'air frais et humide de l'Oregon a rempli mes poumons. Il était pur et propre, si différent de l'air vicié de la ville. Le ciel était d'un bleu profond sans un seul nuage, et le soleil brillait intensément, mais sans brûler. J'ai ramassé mes bagages. Tout était étranger, l'accent, les gens, même l'odeur dans l'air. Mais je n'ai pas ressenti de peur, juste une étrange excitation picotante. J'ai pris un taxi pour Willow Creek. Le chauffeur, un homme d'âge moyen sympathique, a jeté un coup d'œil à mes valises dans le rétroviseur. Vous déménagez à Willow Creek ou vous visitez seulement? A-t-il demandé avec un accent local chaleureux. Je déménage de retour, en fait, ai-je répondu avec un sourire. Je reprends la maison de ma grand-mère. Eh bien, ça alors, a gloussé le chauffeur. Bienvenue chez vous, alors. Willow Creek est une belle ville. Vous allez adorer. La voiture a laissé la ville derrière elle et est entrée dans la campagne. Les grands immeubles ont cédé la place à des routes bordées d'arbres, à des prairies d'un vert intense et à de charmantes maisons en pierre. Le paysage était si paisible que j'ai baissé la vitre et pris une profonde inspiration. L'air sentait l'herbe mouillée, la terre humide et les fleurs. Je savais avec chaque fibre de mon être que j'avais pris la bonne décision. Le taxi s'est arrêté devant un vieux mur de pierre recouvert de lierre avec un portail en bois bleu délavé. J'ai payé le chauffeur et traîné ma lourde valise à travers le portail. La maison de ma grand-mère est apparue devant moi. Ce n'était pas un manoir luxueux, mais une confortable maison en pierre de 2 étages avec un toit en ardoise. Ce qui m'a vraiment coupé le souffle, c'était le jardin. C'était une explosion de couleurs. Des rosiers grimpants recouvraient les murs. Des hortensias d'un bleu et d'un violet intense formaient d'énormes grappes, et il y avait même un petit pommier chargé de fruits. Avant de mourir, ma grand-mère avait engagé une entreprise pour s'occuper de la maison et du jardin. J'ai mis la vieille clé dans la serrure. La lourde porte en bois s'est ouverte avec un doux grincement. À l'intérieur, tout était propre et accueillant. Les meubles étaient en bois massif, de style rustique. Une cheminée en pierre dominait le salon à côté d'un fauteuil à oreilles tapissé d'un tissu floral que ma grand-mère avait adoré. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des reflets dorés sur le plancher en bois. J'ai laissé ma valise et j'ai traversé la maison. La petite cuisine avec ses casseroles en cuivre accrochées au mur. Ma chambre au 2e étage avec un balcon donnant sur le jardin. Tout était parfaitement préservé, comme si ma grand-mère savait que je reviendrais un jour. J'ai ouvert les portes du balcon. La brise d'automne apportait avec elle le parfum des roses. Je me suis tenue là, les yeux fermés. Toute la tristesse et la douleur de mon ancien mariage semblaient s'évanouir avec cette brise. Je n'étais plus Sarah, la femme trahie. J'étais Sarah, la petite fille de ma grand-mère, la propriétaire de cette maison.
J'étais chez moi. Après une semaine de repos et de remise en ordre de ma vie, j'ai commencé à chercher un emploi. J'avais une maîtrise en design d'intérieur et une certaine expérience de New York. Je ne voulais pas chercher dans une grande ville, mais à Willow Creek ou dans une ville voisine. Je voulais une vie tranquille, sans précipitation, sans concurrence. J'ai préparé mon CV et j'ai commencé à l'envoyer à de petits studios de design dans la région. La chance m'a souri plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel pour un entretien chez Stone & Timber Design, un petit studio mais réputé, juste ici à Willow Creek. Je me suis préparé nerveusement, choisissant un tailleur pantalon élégant, révisant la terminologie professionnelle. Le studio était dans une ruelle cachée derrière un bougainvillier. Michael, le propriétaire du studio, m'a interviewé. Il avait environ 40 ans, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux verts très chaleureux et gentils. Il a examiné mon portfolio attentivement, hochant la tête en voyant mes projets précédents. « Votre CV est impressionnant », a dit Michael d'une voix grave et calme. Mais pourquoi choisir un petit studio à Willow Creek plutôt qu'une grande firme à New York? J'ai souri et j'ai répondu honnêtement. Je suis revenu dans la maison de ma grand-mère. J'aime la paix de cette ville. Je veux faire le travail que j'aime, mais aussi avoir le temps de m'occuper de mon jardin et de profiter de la vie. Je crois que la qualité du travail ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Michael m'a regardé attentivement et il a souri. Je ressens exactement la même chose. Je déteste la ville. C'est trop bruyant. L'entretien s'est transformé en une agréable discussion sur les tendances du design et les goûts personnels. Michael était un patron gentil, passionné par son travail et très respectueux de ses employés. Le lendemain, alors que j'arrosais les fleurs dans le jardin, le téléphone a sonné. C'était Michael. « Bonjour, Sarah. J'appelle avec de bonnes nouvelles. Pouvez-vous commencer lundi prochain ? Nous avons un projet pour un petit hôtel rustique et nous avons besoin de quelqu'un avec votre goût exquis. » J'étais si heureuse que j'ai failli laisser tomber l'arrosoir. Oui. Oui, bien sûr. Merci, Michael. Merci beaucoup. J'avais un emploi. Un emploi que j'aimais dans un endroit que j'aimais. Ma nouvelle vie avait vraiment commencé. Ma nouvelle routine a été rapidement établie. Je me réveillais tous les matins à 6h30, non pas au son strident d'un réveil, mais au chant des oiseaux devant ma fenêtre. J'allais à pied à la boulangerie de la ville, j'achetais un croissant frais et un café. L'odeur du beurre et du café le matin me remplissait d'énergie. J'allais au travail à pied. Le studio n'était qu'à 15 minutes de marche de la maison. Le chemin était ombragé par des arbres et traversait un vieux pont de pierre sur une petite rivière. Mes collègues du studio étaient si gentils. Nous n'étions que 5, Michael inclus. Ils m'ont réservé un accueil chaleureux, m'ont patiemment aidé avec quelques expressions locales et louaient toujours les plats que j'apportais parfois pour eux. Michael était un patron merveilleux. Il m'a confié le projet d'hôtel rustique immédiatement, me donnant une liberté créative totale. Le travail m'absorbait, ne laissant pas de temps pour m'attarder sur le passé. Les week-ends, je n'avais plus à cuisiner et à nettoyer pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Je consacrais mon temps à moi-même. Je faisais du vélo le long de la rivière, visitais des marchés d'antiquités, ou m'asseyais simplement dans le jardin pour lire. J'ai commencé à m'occuper du jardin de ma grand-mère. J'ai appris à tailler les rosiers et à planter des herbes. Mes mains se salissaient, mais mon cœur était en paix. Cette vie était le pôle opposé de mes 8 années de mariage suffocant. Je me sentais renaître. Je riais davantage. Je dormais mieux. Un vendredi après-midi, une semaine avant le mariage d'Ethan, Jessica m'a appelé sur FaceTime. « Mon Dieu, Sarah, regarde-toi. Tu es radieuse? Ou est-ce seulement moi? Ta peau est colorée. Ton visage est si frais.
Est-ce que le temps là-bas te convient? Je suppose que oui. J'ai ri. Le travail va bien. L'air est pur. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant un moment. Juste avant de raccrocher, Jessica a hésité. Et, Sarah. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le mariage de ce salaud. Tu vas bien t'en sortir? Je savais que Jessica s'inquiétait de mes sentiments. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du soir peignait le jardin dans des nuances dorées. Je vais bien, ai-je dit d'une voix sereine. La semaine prochaine, je dois visiter un atelier de céramique antique. Je suis trop occupée à penser au type de carreaux à choisir pour les salles de bain de l'hôtel. Souhaite-leur du bonheur. Je suis occupée à planter des fleurs et à travailler. Jessica m'a regardé longuement à travers l'écran, puis a soupiré de soulagement. Oui, tu as raison. Être occupée est la meilleure chose. Au diable avec eux. J'ai raccroché et j'ai continué à esquisser mes idées. Le jour de leur mariage, je m'en fichais vraiment. Ce jour est finalement arrivé. En Oregon, c'était samedi après-midi. Je venais de finir d'arroser les hortensias lorsque mon téléphone a sonné. C'était un appel FaceTime de Jessica. J'ai souri, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai accepté l'appel. Le visage excité de Jessica est apparu à l'écran. Elle était chez elle en pyjama, mais le bruit de fond était une symphonie chaotique de musique et de voix. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Jessica dans le téléphone. « Je viens de finir dans le jardin. Pourquoi est-ce si bruyant? Tu es à une fête? Pas du tout. Mon mari y est. » Jessica a levé les yeux au ciel et a baissé la voix de manière conspiratrice. Il est au mariage de ce salaud d'Ethan avec Seth et je l'ai forcé à diffuser tout l'événement en direct pour que tu aies le scoop et que tu puisses te venger. Sur ce, Jessica a pointé la caméra de son téléphone vers l'écran de celui de son mari. Je n'avais même pas besoin de voir. La voix stridente de Jessica était suffisante. Oh mon Dieu, Sarah. Quel gaspillage d'argent. Mon mari dit qu'ils ont réservé la plus grande salle de bal du Crescent Manor. Tapis rouge dès l'entrée. Fleurs importées partout. Ils ont même engagé un orchestre symphonique. C'est insensé. J'ai froncé les sourcils. Et comment? Mon mari m'a envoyé une photo. Jessica a tourné l'écran pour me montrer une image floue. La robe d'Ashley. On dit que c'est une robe de créateur avec des cristaux Swarovski évalués à des dizaines de milliers de dollars. Et elle porte même un diadème comme une princesse de conte de fées. Et pour couronner le tout, elle n'arrête pas de caresser son ventre en saluant les invités, tu sais, pour s'assurer que tout le monde sache quelle femme est hontée. J'ai haussé les épaules. Et Ethan? Il déborde de fierté, a poursuivi Jessica indignée, dans son costume blanc, les cheveux pleins de gel. Il marche bras dessus bras dessous avec elle comme s'ils étaient le roi et la reine du monde. Mon mari dit qu'il a un regard tellement arrogant sur son visage, comme s'il avait conquis l'univers. Il pense probablement qu'il est l'homme le plus intelligent du monde pour épouser une jeune femme qui va lui donner un héritier. Quelle bande d'idiots qui se pavanent pour les caméras. J'ai écouté les plaintes de Jessica et j'avais juste envie de rire. J'ai regardé mon jardin où les roses rouges étaient en pleine floraison. J'ai pris une profonde inspiration. L'air ici était si pur. Et, Jessica, dis-moi ce que tu prépares pour le dîner ce soir. Jessica est restée silencieuse. Je te donne le potin de l'année et tu me demandes ce que je dîne? C'est juste que leur histoire n'est plus intéressante. J'ai souri faiblement. Laisse-les se pavaner. Laisse-les penser qu'ils sont les meilleurs. C'est leur problème. Je dois mettre un poulet au four maintenant. Michael et l'équipe du studio viennent dîner. Jessica m'a regardé à travers l'écran et a soudainement éclaté de rire. Oh Sarah. Sarah, tu as atteint l'illumination.
Tu as raison. Pourquoi s'inquiéter de ces gens? Va rôtir ton poulet, et j'espère qu'il est délicieux. S'il y a des mises à jour, je t'appellerai avec le prochain chapitre. Nous avons raccroché. J'ai enlevé mon tablier, je me suis lavé les mains, et j'ai commencé à préparer le dîner. Leur rire, leur luxe, tout cela était un monde loin. Et j'ai réalisé pour la première fois en 8 ans que je ne ressentais pas la moindre jalousie ni douleur. Ils me semblaient juste être des étrangers, et ma vie était maintenant vraiment la mienne. Je pensais que l'histoire du mariage se terminerait avec l'appel de Jessica. J'ai passé une soirée merveilleuse avec Michael et mes collègues. Nous avons bu du vin, mangé du poulet rôti aux herbes et eu une discussion animée sur le projet de l'hôtel. Le travail progressait très bien et Michael n'arrêtait pas de louer mes idées. Mais le lendemain matin, juste après que je me sois réveillée, alors que je préparais mon café et que je sortais sur le balcon pour respirer l'air frais, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Jessica. À cette heure-là, il était déjà le milieu de l'après-midi à New York. J'ai été un peu surprise. Quoi de neuf? Un autre direct? Ai-je plaisanté en buvant mon café? Mais la voix de Jessica à l'autre bout n'était pas comme celle d'hier. Elle n'était pas indignée, mais remplie d'une euphorie sans borne, comme si elle venait de gagner à la loterie. Sarah, tu es assise ou debout? Sa voix était un cri strident. Je suis debout. Pourquoi es-tu si heureuse? Assieds-toi tout de suite. Assieds-toi parce que je suis sur le point de te raconter quelque chose qui va te faire tomber. Le plus grand drame de l'histoire vient de commencer. Mon mari vient de rentrer à la maison et il m'a tout raconté. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Curieuse, j'ai traîné une chaise et je me suis assise. D'accord, je suis assise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Jessica a laissé échapper un long rire théâtral. Il s'avère qu'il y avait un invité inattendu au mariage hier. Devine qui? J'ai froncé les sourcils. Comment pourrais-je savoir? Ton oncle Lou, l'ami de ta grand-mère. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Oncle Lou? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il ne connaît pas du tout Ethan. C'est la beauté de la chose, a s'est exclamé Jessica avec un ton mélodramatique. Il s'avère que le père d'Ethan a fait une petite affaire avec ton oncle Lou il y a des années, et ils ont toujours une relation amicale. Et tu connais ton oncle, c'est un bavard, surtout quand il boit. Il venait de rentrer de l'Oregon après avoir rendu visite à son fils et il s'est arrêté à New York. J'ai commencé à imaginer oncle Lou avec sa voix tonitruante caractéristique en plein milieu de ce faux mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, commençant à être vraiment intéressée. Mon mari dit que vers la fin de la réception, oncle Lou était pas mal ivre. Il était assis avec d'autres amis à lui et a commencé à se vanter. Jessica a baissé la voix, imitant le ton retentissant d'oncle Lou. Vous savez quoi? Je reviens tout juste de l'Oregon. Je suis allée voir mon fils, et en chemin, je me suis arrêtée à Willow Creek, cette jolie petite ville près de la côte. Mon cœur a raté un battement. Willow Creek. Il est tombé sur moi. Exactement, s'est exclamée Jessica. Mon mari dit qu'oncle Lou a continué à dire à tout le monde à tue-tête. Je suis tombée sur la petite Sarah, la petite fille de mon défunt ami. Mon Dieu, elle est si belle et intelligente. Elle vit dans une magnifique maison avec un jardin de roses que sa grand-mère lui a laissé. Elle vit comme une reine, vous savez. J'étais abasourdie. C'était vrai. J'avais croisé oncle Lou la semaine dernière au marché de la ville. Il m'a interpellée et nous avons parlé pendant quelques minutes. Je l'ai invité à la maison, mais il a dit qu'il était pressé de se rendre à l'aéroport. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait comme ça. Jessica a continué à parler sans arrêt. Ton oncle a commencé à raconter ton histoire de vie à quiconque voulait l'entendre. Et avec cette voix qu'il a, même les tables à côté l'ont entendu.
Un vague sentiment de malaise m'a envahi. Cette histoire racontée au mariage d'Ethan ne pouvait pas être une simple anecdote. Mon mari dit, a poursuivi Jessica, de plus en plus excitée, que juste au moment où oncle Lou commençait à parler de toi, Ethan et Ashley remerciaient des invités à la table d'accent grave côté et ils ont tout entendu. Mot pour mot. J'ai retenu mon souffle. Jessica s'est éclairci la gorge, poursuivant sa performance. Oncle Lou criait, Sarah est une rockstar. Elle travaille pour un studio de design là-bas. Son patron, un gars formidable, l'adore. N'arrête pas de dire des choses merveilleuses à son sujet. Il dit qu'elle vient de leur décrocher un contrat pour concevoir un immense hôtel. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Intelligente et travailleuse comme sa grand-mère. Je pouvais imaginer le visage d'Ethan à cet instant précis. Lui qui avait toujours dénigré mon travail, qui me considérait comme une conformiste qui vivait à ses dépens. Mais attends, Sarah, voici la meilleure partie, a crié Jessica, incapable de se contenir. Voici le point culminant. Un ami à la table de ton oncle lui a demandé « Waouh, la fille est si intelligente ? Elle doit avoir un bon salaire, non ?» Et ton oncle Lou a répondu, agitant sa main « Salaire ? Quel salaire ? Le salaire, c'est pour ses dépenses. » Sa grand-mère l'adorait. Non seulement elle lui a laissé la maison avec le jardin de roses, mais elle lui a laissé un héritage de plusieurs millions de dollars. On dit que c'est une fortune, plusieurs millions de dollars. La petite Sarah est maintenant une millionnaire discrète en Oregon, vivant la belle vie, libre comme l'air, sans avoir à supporter de connards. J'étais sans voix. Il était vrai que ma grand-mère m'avait laissé un héritage, mais je n'avais jamais discuté du montant avec personne. Je ne savais pas qu'oncle Lou était au courant avec autant de détails, et encore moins qu'il le lâcherait en plein milieu d'un mariage. Oh mon Dieu, Sarah. Mon mari dit qu'à l'instant où le mot « million » a quitté la bouche de ton oncle, le visage d'Ethan est passé du blanc au vert. Il pouvait à peine tenir debout. Et Ashley, à côté de lui, avait la bouche grande ouverte. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Les gens aux tables environnantes ont commencé à chuchoter. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. L'ex-femme du marié est millionnaire. Il s'avère que celle qu'il vient de quitter est en fait riche et il épouse la secrétaire. Le murmure a grandi. Et tu sais quoi ? A dit Jessica d'une voix triomphante. Juste au moment où Ethan était sous le choc, réalisant qu'il avait jeté une mine d'or, ton oncle Lou a porté le coup de grâce. Mon cœur s'est serré. Il y avait plus. La rumeur se répandait dans toute la salle. Ethan et Ashley étaient paralysés. Ashley a essayé de tirer le bras d'Ethan, mais il semblait cloué au sol. Et puis oncle Lou, après avoir parlé de toi, a continué sa conversation avec son ami. Je pouvais imaginer la scène. Un silence étrange est tombé autour de la table d'oncle Lou. Tout le monde se tendait pour entendre. Jessica a imité à nouveau la voix d'oncle Lou. Mais de nos jours, mon ami, il y a beaucoup de tromperies. Si tu te retrouves avec une croqueuse de diamants, tu es perdu. Comme ce qui est arrivé au marié. Ce gars, Ethan. J'ai tressailli. Il l'a dit aussi clairement? Presque. S'est exclamée Jessica. Mon mari dit que ton oncle a continué. L'autre jour, je suis allée à la banque pour faire des courses et je suis tombée sur Bob, le VP du crédit, qui est un ami à moi, et Bob m'a raconté quelque chose de très drôle. Il m'a dit que cette Ashley, la secrétaire d'Ethan, la mariée d'aujourd'hui, est allée à la banque la semaine dernière et a fait une scène. Les visages d'Ethan et d'Ashley, selon le récit du mari de Jessica, étaient livides. Bob lui a dit, Jessica a poursuivi sa performance, que cette Ashley est allée retirer de l'argent de son compte d'épargne. Et pendant qu'elle le faisait, elle s'est plainte au caissier. Elle parlait si fort que toute la banque l'a entendue. Elle a dit, j'en ai tellement marre.
Sérieusement? Je pensais avoir décroché le jackpot avec un patron riche, mais il s'avère que c'est tout pour le spectacle. Nous sommes sur le point de nous marier et je dois encore lui prêter de l'argent. Je viens de lui prêter $5 000 pour les dépenses de ce mariage. Quelle malchance! Un silence de mort est tombé sur la salle pendant un instant. Le mari de Jessica a dit qu'il pouvait entendre le bruit d'un glaçon tombant dans un verre. Deux vérités explosives révélées en même temps devant des centaines d'invités. Vérité numéro 1, l'ex-femme abandonnée, Sarah, était en fait une millionnaire avec une maison dans le Pacifique Nord-Ouest et une immense fortune. Vérité numéro 2, la nouvelle femme, Ashley, qui affichait sa robe à $1000, était en fait une croqueuse de diamants. Et le marié, Ethan, qui agissait si hautainement, était fauché et avait dû emprunter de l'argent à sa future femme pour payer le mariage. Sarah, la voix de Jessica a légèrement tremblé. Ethan n'en pouvait plus. Il a commencé à trembler. Il s'est tourné pour regarder Ashley et il l'a regardée comme s'il voulait la tuer sur le champ. J'étais assise paralysée sur mon balcon à Willow Creek. La tasse de café dans ma main était devenue froide. Je savais que la meilleure comédie et la pire tragédie venaient de commencer. Je suis restée immobile, le téléphone pressé contre mon oreille. La respiration de Jessica à l'autre bout était haletante, comme si elle venait de courir un marathon. Mon mari dit, Jessica a pris une respiration, que la scène était inoubliable. Ethan tremblait comme une feuille. Toute la salle, qui avait été un bourdonnement de musique et de rire, est tombée dans un silence de mort. Des centaines de paires d'yeux étaient fixés sur eux deux. Je pouvais imaginer l'humiliation. Ethan, un homme qui vivait pour les apparences, qui avait toujours besoin de prouver son succès et son pouvoir, était mis à nu devant tous ses invités et partenaires d'affaires, exposé comme un idiot qui avait été dupé par une femme. Le regard sur le visage d'Ashley n'avait pas de prix, a poursuivi Jessica. Elle a essayé d'attraper le bras d'Ethan, chuchotant, « Chérie, allons à une autre table. Tout le monde nous regarde. » Mais Ethan n'a pas bougé. Il l'a juste fixé. Mon mari a dit que ses yeux étaient injectés de sang, qu'il avait l'air terrifiant. La flûte à champagne qu'il tenait a commencé à trembler, le liquide doré sur le point de déborder. Et puis, Jessica a baissé la voix comme si elle racontait un secret. Il a crié. Non, il n'a pas crié. Il a rugi comme un animal blessé. Parle. Qu'est-ce que c'est que ces $5000? Tu as osé me prêter de l'argent. Ashley, terrifiée, a reculé d'un pas. Non, chérie. Il a dû plaisanter. S'il te plaît, crois-moi. Te croire. Ethan a laissé échapper un rire amer et moqueur. Pour que tu puisses me prendre pour un imbécile. Pour que tu puisses prendre mon argent alors que j'ai tout perdu. Le mari de Jessica a dit qu'Ethan n'a pas terminé la phrase. Il ne pouvait pas verbaliser la vérité qu'il avait jeté une fortune de millions de dollars. Cette révélation, combinée à la tromperie devant lui, a complètement détruit son self-control. Crash! A crié Jessica. Il a écrasé le verre de cristal dans sa main.